Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu as ça dans ta mangatech. Alors, le concept est assez simple, hein. On va sélectionner 3 mangas dans la mangatech de l'intervenant et on va parler de sujets qui tournent autour de ces mangas. Ça peut être de parler de l'auteur, de parler du manga en lui-même ou même d'un sujet qui est complètement pas forcément relié au manga. Pour faire cet épisode, évidemment, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, j'ai invité Shedly. Shedly, comment tu vas? Ça va et toi? Bah nickel, hein. Déjà, je te remercie énormément pour ta disponibilité. Là, on recorde ça, il est Bah, merci à 23 toi. heures, minuit chez toi. Donc un Ouais, samedi, ouais, donc ouais, mais merci à toi. c'est normal, c'est normal, c'est normal, avec plaisir, c'est un honneur. Bah ouais. Donc Shelly, pour ceux qui ne le connaîtraient pas sur ma chaîne, je fais une petite présentation rapide, mais tu es un créateur de contenu autour de la pop culture, on va dire, la culture geek. Tu vas parler de manga, mais aussi tu vas parler de jeux vidéo, de films d'horreur aussi. Tu es un très, très grand amateur de films d'horreur. Et donc, Carrément. voilà, moi je voulais t'inviter dans ce podcast parce que bah, tu as quand même une collection. Alors, tu l'as pas forcément chez toi, je crois, ta collection, ta mangatech. Tu l'as en studio, mais Dans mes locaux, c'est ouais, ça. exactement. Là, on tourne des vidéos. Et pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit bout de temps, vous avez déjà vu sa collection, bon, qui n'était pas dans ses locaux actuels, mais vous avez déjà vu sa collection sur une de mes vidéos où je réagissais aux collections de créateurs de contenu, de collections impressionnantes sur les réseaux sociaux. Et Shelly, tu en faisais partie, donc voilà. Pour ceux qui connaissent, vous avez déjà vu sa collection, qui est assez énorme et qui a beaucoup de figurines aussi, hein. T'as des Tsume voilà, qui peuvent en rendre jaloux certains. Même moi, je suis très jaloux de Carrément. tous tes Tsume là. Ouais, il y a pas mal de nouvelles statues en plus. Il y en a plein aussi que j'ai pas monté. Donc, bah, j'ai hâte de justement faire des vidéos sur ça et vous montrer les nouveautés. Puis même la Mangatech, je crois, depuis, elle a quasiment doublé. Donc, ouais, il y a de quoi montrer, quoi. Ah, tu m'enverras une photo parce que je crois pas avoir la nouvelle Plaisir, version. Donc, ouais, je l'afficherai en plus pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube parce que carrément. le podcast est aussi disponible sur Apple Podcast et Spotify. Les liens sont en description pour ceux qui veulent l'audio. Bon, alors, Shedly, tu connais le concept. C'est moi. Moi, j'ai sélectionné Oui. 3 mangas dans ta mangatech. Ouais. Je propose que je commence. Je vais te dire un manga que tu connais évidemment puisqu'il est dans ta mangatech. Et après, ça va être à ton tour. Donc, moi, le Allez, c'est parti. premier manga que j'ai choisi, c'est le premier, on va dire ton premier manga. Donc si je me trompe pas, c'est Death Note. Est-ce que Death Note c'est ton premier manga ou on va dire le premier manga que t'as acheté? C'est le premier manga que j'ai acheté, ouais. Mon premier manga, on va dire que c'était One Piece. Mais le premier que j'ai acheté et le seul durant ma jeunesse que j'ai acheté, c'est bien Death Note. Donc j'avais, je crois, acheté les 11 ou 12 premiers tomes. Enfin, les 12 tomes, je crois qu'il y en a que 12. Et du coup, je crois que des années plus tard, mon frère les a revendus, tu sais, pour se faire un petit peu d'argent de poche et tout ça. Mais c'était plus trop grave parce qu'à ce moment-là, je pouvais me permettre de m'acheter des mangas. Mais par contre, le premier manga que je me suis acheté à partir du moment où je pouvais me permettre justement d'acheter des mangas, c'était Naruto. C'est drôle parce que moi aussi c'est genre le premier manga que j'ai acheté c'était Naruto. J'avais commencé Ouais, à l'arrache parce que quand j'ai commencé le manga j'étais encore en Guadeloupe parce que je viens de Guadeloupe. ok, Et ok, les mangas, c'était pas du tout autant développé que maintenant. Puis même en Guadeloupe, tu sais, genre, on n'avait pas des Fnac ou des Carrefour avec plein de mangas. Donc nous, on avait juste la petite librairie ou les petites librairies du coin. Et t'avais peut-être 10 tomes de Naruto et c'était dans le désordre. Et enfin, t'avais pas le tome 1 et tout ça. Donc moi, je m'en souviens, je crois que j'avais acheté le tome où c'est Sakura versus Gaara. Et donc voilà, donc moi j'ai commencé par ce tome-là c'est à l'arrache. Sakura versus Gaara, Pas purée, Gara, c'est déjà pas arrivé ça? Gara, marionnettiste. Merde. Ah, Kankuro, Attends. Kankuro, Sasori, ouais, Sasori. ok. Ok, C'est Sasori. cet Ah, arc-là. l'autre, ok. Avec la vieille. Le de Naruto Shippuden, Exactement. Donc, ouais, ouais, carrément. non, moi alors, j'ai pas commencé Naruto par là, mais j'ai commencé à collectionner Naruto par là. Donc, avec Shippuden et tout. Donc, ouais, c'est Yes. ça, ça nous permet aussi d'aborder le fait que maintenant, pour commencer les mangas, c'est tellement plus simple qu'avant. De fou. C'est Ouais, clairement. genre là c'est beaucoup plus accessible que ce soit avec les sites et tout ça. Il y a de plus en plus de plateformes qui sont développées, mais avant
C'était un peu plus la C'était galère. la bibliothèque au CDI, c'était galère, ouais. Ouais. Puis toi, Death Note, est-ce que pour toi ça représente quelque chose de nostalgique ou est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que c'est ton manga de cœur ou c'est juste, C'est pas forcément mon manga de cœur, c'est pas non plus quelque chose qui va me pousser à être nostalgique. Je pense que c'est quelque chose de tellement universel et de tellement puissant qu'aujourd'hui, ça reste parmi les plus grands des classiques. Tu vois, si je devais garder peut-être un top 3 des plus grands classiques, en tout cas qui ont créé un mouvement de fou dans mon temps d'existence dans les mangas, je dirais Dragon Ball, Death Note et ensuite l'Attaque des Titans. Je pense que c'est ces trois gros mangas qui ont fait à chacune de leurs générations une explosion, tu sais, de ce monde-là, des animés et des mangas. Donc moi, c'est carrément, je pense, un sentiment commun qu'on ressent tous avec Death Note, mais il n'est pas plus personnel que ça finalement. Contrairement à un truc comme One Piece, qui typiquement fait partie de moi intégrante. ouais, bah je comprends tout à fait. Puis Death Note aussi, c'est un manga, je trouve un peu universel où même si tu connais pas trop le monde des animés, le monde des mangas, je pense que tu peux lire Death Note et tu vas plus facilement rentrer dedans ou tu vas plus facilement kiffer parce que on va dire, c'est une histoire, un trailer, un truc policier, on va dire, pour simplifier, hein, c'est pas juste ça, Exact. mais je pense que quelqu'un qui est pas habitué, qui veut pas se lancer dans du One Piece, dans du Naruto, parce que c'est trop peut-être enfantin à première vue, évidemment, je pense que Ouais, Death Note ouais, aussi, ouais. c'est une porte d'entrée pour beaucoup de gens, tout comme tu l'as cité aussi, mais Attaque des Titans, qui, je pense, il y a énormément de gens qui regardaient pas du tout d'anime avant et Ouais, qui, avec complètement. Attaque des Titans, se sont mis à regarder des animés parce que voilà, c'est tellement spécifique comme manga. En Ouais, tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Puis, complètement. ouais, Complètement. non, bah non, comme si, ouais, toi, si Death Note, c'est pas forcément ton manga de cœur, ce serait quoi? Ce serait One Piece ou Naruto? One Piece principalement, ouais. One Piece, c'est vraiment le manga que j'aime le plus. C'est celui qui m'a fait un petit peu découvrir ce monde-là. Alors même si j'ai découvert le monde des animés avec et des mangas avec, bah, tu sais, les dessins animés, avec Mehdi les Zouzous, avec M6, genre, tu sais, les Digimon, Pokémon qui passaient à la télé, les Senseiya, Dragon Ball. Mais au final, ce qui m'a poussé à lire des mangas, c'est les premiers tomes de One Piece, notamment, si je dis pas de bêtises, le tome 2 avec Baggy le Clown. C'est vraiment le visage de Baggy le Clown que je retiens qui m'a poussé finalement à découvrir ce monde. Et ensuite, un petit peu après, tu sais, on m'avait proposé soit tu lis Shaman King, soit Hunter x Hunter. Bon, j'ai commencé Shaman King, j'ai préféré Shaman King. Sans me douter qu'Hunter x Hunter allait finir dans mon top de mes mangas préférés, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ouais. Disons One Piece, c'est en plus mon manga de cœur, ouais. Moi, pour le coup, One Piece et Hunter x Hunter, ça fait. Je les ai découverts vraiment tard. Genre, One Piece, c'est quoi? Il y a peut-être 4 ans où je me suis mis à l'animé. Ouais, Puis après, bah, je suis passé vite au carrément. manga parce que enfin, c'était beaucoup plus rapide et l'animé il était trop long. Mais Mhm. je l'ai détruit. Hein. One Piece, vraiment, j'ai enchaîné tellement c'était bien. J'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau monde. C'est fou, hein. Et non, mais c'est quand tu rattrapes ça. Alors, j'imagine quand tu as commencé One Piece dès le début, c'est une autre sensation de découverte. Mais quand tu rattrapes les 100 tomes de One Piece, mais c'est merveilleux. Enfin, moi, en tout cas, j'ai totalement apprécié. C'est, c'est vraiment deux façons de voir les choses, en fait, parce que t'as pas le même âge non plus, tu C'est vrai. vois. T'as pas le même regard. Moi, aujourd'hui, je suis en train de découvrir Full Metal, tu vois. Parce qu'à l'époque, j'avais pas eu l'occasion de regarder ou de lire. Et je me dis, purée, heureusement que je fais ça à 28 ans, parce que les sujets qui sont traités dans cette œuvre, je sais pas comment vous avez fait, vous, quand vous étiez jeune, pour comprendre FMA et pour réellement l'apprécier, quoi. C'est vraiment ultra profond, ultra adulte, et des fois, t'es même amené à te dire, ouais, putain, c'est pas tant un shonen que ça, tu vois. Mais ouais, il y a un point que tu cites là qui pour moi c'est important, c'est que c'est vrai que selon l'âge à laquelle tu découvres une œuvre, t'as totalement une lecture différente. Et je pense que Full Metal Alchemist, pour le coup, c'est totalement vrai. Moi, Full Metal Alchemist, je l'ai découvert, je crois que ça passait sur Canal+. Et je voyais des épisodes par bride, par-ci, par-là. Donc j'avais jamais l'histoire au complet, hein, en fait. C'est vraiment que plus tard où j'ai pu me faire l'intégrale. Mais quand j'étais jeune, je voyais ça, mais
je comprenais pas forcément les enjeux de l'histoire, la géopolitique, la politique, la hiérarchie, tout ça, puis la construction du monde, je comprenais pas forcément ça. Mais juste les combats, moi, ça me suffisait. J'étais refait, je voyais des trucs de fou. Edward Elric, il était trop stylé. Moi, ça me suffisait pour que ça soit génial. Donc, non. Et plus tard, justement, quand j'ai redécouvert Fullmetal Alchemist, en le regardant intégralement, là, j'ai une lecture totalement différente, comme j'imagine, toi, tu dois avoir en ce moment avec la relecture de Fullmetal Alchemist, où tu comprends déjà beaucoup plus de choses et tu comprends l'univers beaucoup plus. Enfin, tu vois un peu plus la profondeur de l'univers, quoi. Ouais, je te disais, l'exemple le plus flagrant et le plus violent aussi, c'est surtout ma découverte de Berserk il y a 4 ans, donc en 2020, quand tous mes potes me disaient, ouais, faut absolument que tu lises, c'est un classique, etc. On a lu ça quand on était petit, et je me dis, mais comment à 11 ans vous avez lu Berserk en fait? Je veux dire, mais ça n'a aucun sens. À 11 14 ans, vous avez lu Berserk. Moi, je lis, j'ai 24 ans, je trouve ça ultra choquant. Et vous êtes là, putain. Et je me dis, putain, mais c'est fou. Mais il y a vraiment pas d'âge pour le manga, dans le sens où c'est pas grave si t'as pas lu One Piece à sa sortie. C'est pas grave si t'as pas lu Berserk. C'est pas grave si t'es pas à la page. Parce que aujourd'hui, avec un regard plus mature, t'apprécies 100 fois plus l'œuvre que si tu étais jeune et que tu comprenais pas tous les messages que Berserk créait à l'appel. Je suis totalement d'accord avec toi et j'ajouterais même qu'il y a des œuvres qui méritent d'être découvertes à un certain âge, tu vois, comme tu disais Berserk. Pour moi, Berserk, il y a des fois on me demande des conseils en MP sur Insta, on me dit est-ce que je pourrais commencer Berserk, j'ai 11 ans, tout ça. Je dis, t'as toute ta vie devant toi pour lire Berserk, lis d'autres choses. Reviens sur Berserk quand tu auras quoi, 15, 16 ans, 20 ans même, et tu apprécieras 10 fois plus l'œuvre. Et tu vois, enfin, Berserk, ça C'est clair. commence, tu sais, les premières pages de Berserk, elles sont déjà un peu trash, tu vois, quand même. Puis après, Ah, t'as de des fou. histoires qui vont, enfin, ça va très loin. Et je pense que quand t'as 11 ans, tu vois pas toute l'ampleur que ça peut avoir. Et puis même, il y a certaines personnes avec leur sensibilité peuvent être plus ou moins touchées par ce qui se passe. Donc non, non, Berserk, c'est vrai que ça fait partie des mangas où c'est vrai que si tu le découvres à 11 ans, ok, bon bah ouais, t'es quand même pas mal avancé pour ton âge. C'est clair, c'est chaud. Et c'est même traumatisant, je trouve, tu vois, c'est violent de ouf, tu vois. Ah, complètement. Et bah, est-ce qu'on passerait pas à un manga que t'as sélectionné toi de ma manga tech? Carrément, carrément. Bah écoute, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Et j'ai vu que tu avais lu, du coup, Full Metal. Yes. Donc, on en a brièvement discuté. Tu as découvert ça quand tu étais plus jeune. À la télé, comme beaucoup de personnes, et peut-être même pas la version Brotherhood pour commencer. Et ensuite, tu as lu ça, je sais pas si c'était sur la Perfect Edition ou si c'était une édition classique, mais ouais, qu'est-ce que... Aujourd'hui, moi, ma plus grande question, finalement, c'est le fait que Full Metal, c'est quand même l'un des animés les plus appréciés, si ce n'est l'animé le plus apprécié. Donc, tu sais, dans les notes, etc., ça a Mhm. peut-être été dépassé brièvement par SNK, mais ça reste quand même l'animé qui unanimement a mis tout le monde d'accord et ça c'est du jamais vu. Bah, Qu'est-ce que t'en penses toi? bah, moi, totalement, moi, comme t'as dit, j'ai découvert la première version de Fullmetal Alchemist avec des épisodes totalement aléatoires, un peu comme Naruto à l'époque où j'achetais un tome par-ci par-là. Mais après, bon, bah évidemment, quand j'ai eu accès on va dire, à Internet, ou que j'ai pu voir plus facilement les épisodes, bah, j'ai fait la nouvelle version en Brotherhood, qui était, bah, ma foi, exceptionnelle, hein, avec des animations incroyables. Puis, bah, du coup, j'ai pu découvrir l'histoire aussi dans sa globalité. J'avais vu la première fin, il me semble, et les deux fins diffèrent. La fin du premier animé de Fullmetal Alchemist est différente du manga, tandis que Brotherhood c'est celle du manga, ou alors c'est l'inverse, je sais plus, j'ai un doute maintenant que je te le dis. Mais petite confession, je n'ai jamais lu l'intégralité de Fullmetal Alchemist. Alors je l'ai vu en animé, D'accord. mais je ne l'ai jamais lu. Et c'est pour Ouais. ça qu'avec la nouvelle édition là, que tu as, aussi, Mhm. je suis en train de la compléter actuellement là, pour me faire, je pense, D'accord. probablement l'intégralité en lecture. Bien que l'histoire est quand même assez fraîche dans ma tête, je pense que j'ai dû voir peut-être le début de Fullmetal Alchemist au moins 3 4 fois, et l'intégralité, je l'ai Mhm. peut-être revu en 2 fois. Donc je connais quand même pas mal, puis je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est un manga qui fait l'unanimité. Et je pense que ça fait l'unanimité parce que ça se tient de bout en bout et que la fin est réussie. Ce qui est plutôt rare
dans le monde des mangas et des animés. Mais Ouais. toi, bah non, je veux pas parler de la fin parce que je pense que tu es en Me cours de spoil pas. lecture, là, c'est ça. Ouais, Ouais, donc, c'est ça. mais même pour les lecteurs qui découvrent la nouvelle édition, elle n'est pas terminée encore, donc voilà, donc on va pas spoiler Non. la fin. Mais voilà, sache que la fin est bien. Ça se finit, c'est correct, quoi. Donc, C'est ce qu'on m'a dit. Carrément, on m'a tellement dit du bien d'elle que j'ai carrément peur d'être déçu, tu vois. Genre, tu sais, quand on hype trop, ouais, mais a priori, ça devrait le faire. Je sais prendre assez de recul quand un truc est bien unanimement. Donc, pour l'instant, ça se tient. Full Metal, c'est magnifique. C'est une extrêmement belle aventure. Et justement, je pense que si j'ai un petit moment tout à l'heure, je vais me continuer un petit peu tout ça. Mais ouais, ultra satisfait. On m'a pas vendu du rêve bêtement, tu vois. ouais, ça fait partie de ces œuvres où on répète que c'est bien, on répète que c'est une masterclass ou des mots comme ça pour la décrire, mais qui au final, bah, c'est vraiment le cas et il y a pas une communauté derrière pour rien. Moi, j'ai lu rapidement les nouveautés de l'autrice, de la mangaka, là, donc c'était Tsugai, là, qui est sorti en 2023. Puis Ouais, je sais aussi qu'il y a Arslan qui est sorti, celui-là je l'ai pas lu, mais ça fait pas l'unanimité, enfin c'est en tout cas Tsugai, moi au premier tome 1, enfin au premier tome j'ai tout de suite drop, ça m'a pas spécialement plu, j'ai pas trouvé ça ouais, ouais, incroyable. ouais. C'est dommage que, voilà, que l'autrice arrive pas à expandre son génie, on va dire, sur ses autres œuvres. Mais ouais, Full Metal Alchemist, ça Bah, reste une base. c'est pas si facile que ça, hein, cette maladie de l'auteur qui fait, enfin cette malédiction de l'auteur qui fait simplement une œuvre dans toute sa vie qui réussit ultra bien. Il a du mal hein, en fait à rebondir. On a vu ça avec Kishimoto pour Samurai 8 Ouais. après Naruto. Et cet exemple, on le revoit, on l'a déjà revu à plusieurs reprises. Mais dans l'idée, je pense que c'est ultra dur, surtout d'arriver après une œuvre comme FMA, tu vois. Ouais. Si on te dit c'est la créatrice de FMA et qu'ensuite tu tombes sur quelque chose qui te parle pas forcément et qui est un petit peu en dessous de Full Metal, forcément, bah, psychologiquement, tu sais que ça va pas suivre et tu te dis bah vas-y, je drop, ça sert à rien de continuer, tu vois. Ouais, je suis d'accord, t'es obligé en fait de comparer. Déjà, avant même que le tome soit C'est sorti, ça. tu compares, ok, avec Full Metal Alchemist, on en était où à ce moment-là et tout. Donc, et Ouais, c'est exact. vrai qu'il y a très peu Exact. d'auteurs, j'ai même pas un exemple qui me vient forcément en tête là, d'auteurs qui avait, on va dire, une œuvre bien installée, qui a réussi à mettre son œuvre suivante au-dessus. Il y a le. Le maître des maîtres, hein, c'est Urasawa, hein, forcément. Tu fais C'est Monster, vrai. tu fais Billy Bat, tu fais Pluto, tu fais 20th Century Boy. Lui, c'est un monstre, hein. Et, Aujourd'hui, je pense qu'on fera pas mieux que lui, tu vois. Et après, c'est vrai que c'est pas comparable à quelqu'un comme Kishimoto qui fait Naruto, donc un fleuve, et ensuite Samurai 8. C'est vrai que c'est assez court, hein, relativement, c'est une vingtaine de tomes à chaque fois pour Urasawa. Par contre, il ne se rate absolument jamais, tu vois. c'est vrai, puis ouais, Naoki Urasawa, lui en plus, il a réussi à se renouveler dans les sujets, il a fait, on va dire, sa masterpiece qui va être 20th Century Boys, mais il y a des gens Ouais, qui vont mille fois plus apprécier Billy Bat, il y en a qui vont mille fois plus apprécier Monster. Puis même là, ouais, ouais, son dernier complètement. manga en cours qui est Asadora, Oui, qui est oui, vraiment très très bien aussi, et ouais, ouais. tu te dis comment il fait. Alors je crois qu'il est quand même bien entouré, il a un sorte de ce qu'on appelle les tantos là, ceux leur éditeur là au Japon là qui va les conseiller sur les histoires et tout ça. Et je crois même que c'est ça, il a un Carrément. tanto qui est quasiment scénariste sur quelques-unes de ses œuvres. Donc aussi c'est là où on Mm. voit que l'entourage et les choix stratégiques des éditions, des maisons d'édition aussi, ça peut être important pour ça. Il y a Ouais, c'est clair. dans une moins grande dimension que Naoki Urasawa, il y a Hiro Mashima qui me vient en tête, celui qui a fait Fairy Tail, Oui, qui ouais, ouais, mine de carrément. rien, bon alors, on est sur vraiment une envergure moins grande. Même au Japon, un Fairy Tail, Mhm. c'est pas un manga de fou apparemment. Enfin, ça n'a pas Bien autant sûr. percé qu'en France. Ouais. Mais il a fait quoi? Il a fait Eden Zero dernièrement. Il y a un autre manga qui sort cette année de lui, Black Rock ou quelque chose comme ça. Et Mhm. il y a son premier manga qui va être édité. Enfin bref, il a fait quand même pas mal de choses.
Mais non, c'est ça, c'est vrai Ouais, de qu'il y ouf. en a pas beaucoup qui vont se renouveler comme a pu faire Naoki Urasawa. C'est vrai que c'est un très très bon exemple. Il y a aussi les Ouais, mangaka le duo qui a fait Death Note justement, qui ont fait Bakuman, je crois, ou alors c'est Bakuman, au ouais, dessin. c'est ça. Ils sont quand même, ils font pas mal de choses. Showa Shoten Ouais, récemment, clairement. mais c'est vrai Ils que se sont ratés avec, enfin, l'auteur de Death Note s'était raté, je crois, avec Platinum End qui avait pas plu. ouais. Mais tu vois, ça fait aussi partie de cette malédiction, tu vois. Et Bakuman, c'était très réussi, c'était super, c'était super. Ouais, et puis Platinum Ends, pour moi c'est un très bon exemple, c'est que t'as Death Note, qui est une œuvre majeure, et Platinum Ends arrive Ouais, derrière en copiant un peu le principe, parce qu'on a ouais, encore ce ouais, système de dieu, d'ange et tout ça, ouais, et de pouvoir et tout. Et au final, on se retrouve avec un pétard mouillé, parce que évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est à peu près obligé de les comparer. Et quand tu ouais, compares à Death Note, tu dis c'est moins bien, et du coup, c'est ça, tu drops le manga parce que tu te dis ce sera pas mieux que Death Note et c'est tout. ça. Donc, ouais. Et t'as quelqu'un qui fait aussi un bon crescendo, je dirais, c'est l'auteur de Chainsaw Man, qui commence avec une masterpiece hein, qui est Fire Punch, Ouais. et qui ensuite part sur du Chainsaw Man, qui est juste une masterclass. Et peut-être que le dernier exemple que j'ai en tête là tout de suite, dans la partie une suite ok, mais pour une première série magnifique, je dirais, c'est l'auteur de Fire Force, avec Solitaire, qui était vraiment pour moi magnifique, tu sais, à la limite de la perfection. J'ai trouvé ça vraiment phénoménal. À prendre avec des pincettes quand je dis perfection, mais c'est que du début jusqu'à la fin, on est vraiment sur une maîtrise de l'œuvre. Et Fire Force qui a du mal à prendre, en tout cas que aujourd'hui je trouve quand même sous-coté, mais qui n'est pas du niveau de Solitaire. Mais oui, sous Litter, exceptionnel. Puis moi, je suis plus Team Fire Force quand même. Tu vois, je D'accord, comprends en quoi où ok. sous Litter, pour moi aussi, c'est un de mes mangas de cœur, hein. Mon premier pseudo de Ouais, gaming, c'était en rapport avec Soul Eater. D'ailleurs, petite anecdote. ouais. Mais Fire Force, je trouve que c'est un cran au-dessus. Mais après, ouais, c'est vrai que Soul Eater, ça reste une institution pour pas mal d'entre eux. Mais c'est un bon exemple. Puis, Ouais, ouais, comme tu l'as dit, Chainsaw Man, Fire Punch, il a sorti Look Back, il a sorti aussi les one-shots, ouais, Adieu Eri, ouais, c'est vrai qu'il arrive à se réinventer tout le temps. Euh, exact. Incroyable Fujimoto, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire avec Chainsaw Man 2, enfin, jusqu'à où il peut aller, donc non, vraiment c'est un très bon C'est clair. exemple. Moi, est-ce qu'on passerait ou pas au manga suivant? Là, je t'ai sélectionné un petit Allez, manga, mais c'est plus qu'un manga, c'est un sujet que je voulais aborder avec dis-moi toi. tout. Donc, Ok, trop bien. je l'ai sélectionné Dan Da Dan, mais j'aurais pu sélectionner Ok, aussi trop bien. Keiju Number 8. Ok, Pourquoi je les ai sélectionnés? C'est parce que c'est des mangas que tu as reçus en service presse. Et je yes. voulais aborder avec toi un peu quel était ton rapport avec le service presse, parce que c'est un sujet que j'avais abordé avec Ed Le Fou aussi sur le premier podcast. Mais Carrément. vu que tu as une activité différente, on va dire, que les youtubeurs que j'ai pu avoir, c'est ça, tu as un compte TikTok, tu es actif aussi sur Instagram et tout ça, donc t'as pas forcément le même rapport qu'on a avec les services presse que on va dire, des youtubeurs manga. Donc, ouais, je voulais Mhm. savoir, toi, est-ce que t'en reçois beaucoup? Est-ce que t'arrives à t'y retrouver au niveau des volumes? Parce que, tu sais, moi je dis ça parce que j'en reçois beaucoup aussi et j'ai du mal à tous les lire. Comment toi, Bien sûr, bah pour toi, c'est quoi les services presse et tout? Vraiment, voilà, je voulais savoir après, ouais, toi, comment ça se passait. carrément. Bah, c'est important de resituer un petit peu le contexte. Aujourd'hui, moi, alors oui, je suis créateur de contenu, mais comme j'aime bien le dire et comme c'est important de le rappeler, je suis le créateur de contenu du dimanche. Et c'est littéral, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je fais du contenu que le dimanche. J'ai pas le temps la semaine parce que j'ai des entreprises que je dois gérer. Je suis entrepreneur plus que créateur de contenu. La création de contenu, tu vois, ça représente vraiment une infime partie de mon temps. C'est plus moi qui monte depuis très longtemps, c'est plus moi qui poste depuis très longtemps. Donc j'essaye vraiment de minimiser ça parce que c'est pas non plus ma vocation ou alors mon objectif final. C'est vraiment un bon moyen aujourd'hui pour moi de propulser des projets. Ça a été ça l'objectif aussi de ma première implantation sur les réseaux et notamment TikTok. Maintenant, bon, j'ai eu la chance de bien exploser, donc ça c'est cool. Ça fait de moi pendant un long moment une image dans le manga en France et ça continue un petit peu, donc ça c'est super cool. On a pu créer tout plein de concepts qui ont permis à tout plein de personnes de se faire voir. On a mis la lumière sur plein de créateurs, donc ça j'en suis aussi très honoré et très fier.
De même pour l'impact sur le manga, je pense que les créateurs de contenu aujourd'hui et créatrices de contenu ont un impact sur le manga. Et donc, ça me fait plaisir de voir aujourd'hui, tu sais, quand il y a plein de enfin, il y a plein d'abonnés qui viennent me voir, qui me disent, ouais, j'ai découvert ça grâce à toi, etc. Ça, c'est vraiment la plus belle des récompenses parce que toi, tu essaies de mettre en avant des petites créations. C'est pas forcément ce qui va faire le plus de vues, mais par contre, le peu de gens qui l'ont vu ont décidé de s'accorder un petit peu de temps pour découvrir ça. Et ça, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Par rapport au service presse, etc., aujourd'hui, bon, ça fait quelques années que je les reçois tous maintenant, à peu près, à l'exception de quelques maisons d'édition, je pense. Mais c'est vrai que voilà, toutes les maisons d'édition me contactent pour pouvoir m'envoyer des trucs, etc. Dans l'idéal, j'en refuse énormément. J'en refuse énormément pour ne pas justement avoir à trop stacker de piles de mangas parce que je sais que je vais jamais les lire pour certains. Je vais jamais avoir le temps de lire tout ça. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, pour me forcer à relire du manga, je prends plus ma trottinette, mais je reprends les transports en commun pour aller à mon taf, tu vois. Ça veut dire vraiment, j'ai rattrapé tout Jujutsu Kaisen, j'ai rattrapé tout Sakamoto Days, je suis en train de rattraper My Hero Academia, tu vois. C'est des trucs que j'aurais pas pu faire si j'avais pas changé justement ma routine au quotidien, tu vois. Donc moi, il y a plein de choses que je refuse. Il y a énormément de services presse que je refuse. Et en même temps, t'en as plein aussi que je me permets de checker, de lire, de découvrir. Mais je sais que j'aurai l'occasion que de découvrir le premier tome. Parce que le suivant doit arriver dans 2 mois ou dans 4 mois, ça prend énormément de temps, je serai passé à autre chose. Donc, tu as plein de trucs un petit peu décevants comme ça, à mon humble avis. Donc, c'est vrai que c'est un challenge. Maintenant, il y a tout plein de polémiques autour de ces services presse, etc. Tu as plein de libraires qui pètent un câble, tu as plein de journalistes qui pètent un câble, tu as plein aussi d'autres créateurs de contenu qui pètent un câble parce que certains ont reçu et pas d'autres, etc. Je dirais que c'est un petit peu la maladie comment dire, l'opprimé qui devient oppresseur. On est sur une industrie qui de base est ultra niche et on est supposé serrer les coudes. Et maintenant que ça se popularise et ça se démocratise, les gens sont tous devenus des psychopathes en mode c'est mon monde, je veux pas que les gens viennent dans mon monde, alors qu'on s'est battu pendant des années pour que les gens acceptent ce monde. Donc moi je trouve ça con, tous ces gens qui vont péter un câble sur d'autres parce qu'ils n'ont pas reçu leur comment ça s'appelle leur petit truc en carton ou leur petite boîte dégueulasse où tu dois entrer un code à 4 chiffres et c'est trop cool et tu vas faire une story Insta. Moi, je commence à trouver ça ridicule. De même, je trouve aussi que la confection de tout ce qui va être service presse, etc., pour les kits presse, hein, là je parle plutôt des kits presse, je pense que ça reste un investissement qui est bien trop surcoté aujourd'hui et que les maisons d'édition ont intérêt à faire beaucoup plus d'activation plus intelligente, digitalement parlant, et peut-être avec des événements plus intéressants que tout miser sur un truc que les créateurs de contenu ont marre de recevoir et qui vont jamais partager en TikTok dédié ou en YouTube dédié parce que ils sont pas rémunérés pour le faire et que ils ont plus intérêt entre guillemets à partager une campagne sponsorisée qui va leur être évaluée à 2000, 10 000 balles pour certains, des fois 100 000 euros pour des YouTubeurs plutôt que de partager une story gratuitement parce qu'ils ont reçu un manga. J'ai été ultra large sur le sujet là. Bah, tu nous as fait la complète, mais c'est tellement intéressant. J'avais envie de rebondir à chaque fois, tellement il y avait de choses à dire. Moi, je suis d'accord avec toi Ouais, sur le fait que des fois, en fait, on reçoit tellement de trucs que des fois, on est obligé de dire non. Moi aussi, il y a plein de choses où je dis non parce que je sais que je vais pas le lire, donc ça sert à rien que tu m'envoies ce manga parce que tu vas t'attendre au minimum que j'en parle, mais j'aurai même pas le temps de le lire ou alors je vais en parler dans 2 ans. Moi, il y a des services presse aussi que j'ai reçus, j'en ai parlé 2 ans après, quoi. Parce que voilà, ouais, comme tu de dis, ouf. quand t'es pas forcément rémunéré en tant que créateur de contenu pour présenter un manga ou quoi, tu vas pas non plus le mettre en priorité. Enfin, tu sais, tu vas faire tes lectures, ce que tu souhaites, et peut-être un jour tu liras le manga que t'as reçu ou quoi. Ou alors, des fois, c'est l'effet Ouais, contraire. Des fois, il y a un manga que t'attends absolument et t'es vraiment content de le recevoir en service presse. Moi, je sais que Dan Dadan, par exemple, c'est un manga que j'attendais énormément. J'aurais été content d'avoir le ouais, service presse, tu vois. Après, comme d'accord. tu dis, ça reste non plus. Enfin, c'est
c'est des bouts de carton. Bon, c'est pas pour Dan Dan Dan, c'est un mauvais exemple, mais la plupart du temps, c'est un petit bout de carton avec un petit feuillet, des choses comme ça. Et je trouve que les gens ont tendance à beaucoup trop glorifier le service presse. C'est cool, c'est Complètement. vrai, c'est cool de recevoir des mangas gratuitement. Moi, je me mets à la place du jeune Alexis, enfin, du jeune viewer quand j'allais dans un magasin et que je voyais des petits rayons, je voyais des petits Naruto, que j'en prenais un par-ci par-là, me dire que plus Mhm. tard, j'allais recevoir de la même maison d'édition, j'allais recevoir le nouveau Naruto. Je suis comme, enfin, Ouais, c'est ouais, kiffant, ouais. t'as un petit côté kiffant, mais c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup trop glorifier. Et il y en a qui cassent un peu trop les pieds aussi sur le fait de pourquoi toi tu reçois ça, pourquoi tu reçois ça, alors qu'à la base c'est les maisons d'édition qui choisissent. Et évidemment qu'une maison d'édition va choisir un créateur de contenu à peut-être un petit libraire de quartier, parce que le créateur de contenu, basiquement et simplement, il peut apporter plus de visibilité. Ça, c'est un fait qu'un Exactement. libraire qui peut avoir forcément de l'influence dans sa librairie, mais qui va pas toucher non plus des milliers de personnes, voire même des centaines de Ouais. milliers des fois. Donc ça peut se Mhm. comprendre que les maisons d'édition fassent ça. Mais il y a un point qui était vraiment intéressant que tu as dit, c'est que maintenant j'ai l'impression qu'il faut faire plus que des services presse. Les services presse, on va dire, c'est la base, ok, on envoie ça. Mais si tu veux promouvoir un manga maintenant en France, il y a besoin de plus. Il y a besoin de vraiment plus. Et Kaiju Number Il y a 8, besoin de plus, mais ouais, vas-y. il y a besoin de plus, mais de manière intelligente, tu Ouais. vois. Parce que dire il y a besoin de plus, tu vas te retrouver dans l'exemple de Kiyun avec Akane Banashi, tu vois. Mhm. Un événement qui a coûté des dizaines de milliers d'euros et qui n'a pas forcément fait le meilleur des retours. Alors, il y a un côté très positif à ça. Ça veut dire que on est capable aujourd'hui, quand on est une maison d'édition, de prendre le risque d'aller chercher des mangas pas connus comme Akane Banashi et qui vont pas forcément fonctionner en France. Ça, il y a du mérite à aller faire ça. Ça a été un très très bon deal d'aller chercher Free Ren, tu vois, ça a été un risque, tu vois, d'aller chercher une œuvre comme Free Ren alors que derrière, tu es connu parce que tu as aussi Jujutsu Kaisen et My Hero Academia. Derrière, et désolé, hein, je t'ai coupé, hein, mais le deuxième point, c'est aussi réaliser des événements à big ampleur comme ça. Quand je dis big ampleur, c'est que on est là, on prend l'Olympia, on le squatte, on va faire un événement là-bas, etc. Maintenant, en termes de retour sur investissement, malheureusement, ça n'a pas fait mouche. Mais par contre, c'est tout à son honneur à une maison d'édition de créer quelque chose de gros, de prendre des risques. Même si ça fonctionne pas cette fois, ça pourra fonctionner à un autre moment. Mais par contre, pour rebondir sur ce que tu as dit, il faut pas forcément faire plus gros, il faut faire mieux. Tu vois? Être créatif, en fait, ce serait la clé, être Exactement. créatif dans faire des choses en rapport avec le manga. Alors c'est vrai que Akane Banashi, pour le coup, c'était sympa de faire découvrir le Rakugo en vrai et tout ça, mais je trouve que ce genre d'événement aussi, ça crée de la frustration, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas sur Mhm. Paris, qui sont pas Ouais. invités, et donc voilà, ça va râler sur les réseaux sociaux. Ça me fait penser aussi à Gachiakuta, un manga de chez Pika Yes. qui avait eu le droit à son lancement aussi à Paris avec une couverture dédiée, avec même deux couvertures spéciales et tout, et ça râlait sur les réseaux sociaux Mhm. évidemment parce que voilà, si t'es pas sur Paris, tu peux pas recevoir. Donc les maisons d'édition veulent être créatives sur certains points, mais j'ai l'impression que ça fait plus des fois l'effet contraire. Il y a Ouais. aussi eu, pour moi, la plus grosse campagne, hors tout ce qui est One Piece et tout ça, mais la plus grosse campagne de lancement d'un manga, pour moi, ça a été Keiju Number 8. Parce Mhm. que déjà, bah, il y a eu, c'est ça, il y a eu, je crois que c'était une bibliothèque sur Paris, là, il y a eu la grande affiche, et il y a eu aussi, Ouais. on va dire, beaucoup de productions avec des gros youtubeurs qui, là, vraiment dépassent la sphère, on va dire, youtubeur manga, là, c'était vraiment, je crois qu'il y avait des Jill, il y avait des Louis San, Ouais. il y avait plein de créateurs aussi qui faisaient du dessin, je pense à Cola Beams, qui fait des dessins, des animations, qui a parlé aussi, qui avait un insert en début de vidéo de Cage Number 8. Là, t'as vraiment quelque chose Mhm. de majeur, parce Ouais. qu'il y avait les sous, et parce que voilà, c'était Crunchyroll derrière et tout, donc c'est sûr que pour faire ça, il faut quand même avoir les sous. Et il faut être Ouais. créatif pour éviter la frustration des fans de manga qui sont, faut se le dire hein, quand même, facilement râleurs. Ça s'il y a bien, Exactement. il y a Ouais. bien une qualité qu'on peut pas nous retirer, c'est que les fans de manga, on a souvent tendance à être tatillons, des fois à raison, des fois à C'est tort, ça. hein, ça va dépendre. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il faut être créatif dans les campagnes, puis c'est pas simple. L'exemple de Kaiju, il est très bon. C'est un autre exemple de campagne où on va aller sur du full branding plutôt que de l'acquisition. Ça veut dire que malgré le fait qu'on ait choisi un créateur, par exemple, comme Louis San, qui va toucher, mine de rien, une grosse communauté fan de manga, étant donné qu'il parle du Japon, c'est son fonds de commerce, on va dire.
il n'y a pas forcément beaucoup d'acquisitions à ce moment-là par rapport au retour sur investissement attendu. Tu vois, une affiche qui a coûté des milliers des cents, une vidéo qui a coûté des milliers des cents, c'est pas forcément ça qui va te faire vendre du manga. Donc aujourd'hui, les maisons d'édition, elles sont un peu entre les deux au niveau de la communication. Est-ce qu'on mise tout sur du branding pour faire plaisir aux Japonais, leur montrer qu'on est créatif et pour ensuite espérer obtenir de plus belles ou de plus grandes ou de futures sorties comme Dan Dadan par exemple? Ou est-ce que on fait de la campagne full acquisition, full recrutement de lecteurs et à ce moment-là, oui, il faut être créatif, oui, il faut avoir des fonds, mais en même temps, il faut faire des choses qui ont été déjà vues et revues. Il faut prendre les mêmes créateurs de contenu qui ont pu nous vendre un autre manga, etc. Et là, c'est là où, encore une fois, ça va râler. Donc vraiment, elles sont tiraillées, hein, ces maisons d'édition aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Et voilà, donc elles testent, elles vont vers différentes agences aujourd'hui, elles vont vers différents créateurs, elles essaient de voir ce qui fonctionne le mieux. Et aujourd'hui, moi typiquement, qui travaille aussi avec les maisons d'édition, avec mon agence marketing, mon agence créative, aujourd'hui, on propose de plus en plus de concepts qui vont à l'opposé, mais vraiment extrême, de ce qui avait été vu jusqu'à présent, tu vois. Quand on fait des événements, on n'invite pas les mêmes personnes. Quand on fait une campagne digitale, on va pas forcément sur les mêmes réseaux. Quand on fait quelque chose dans la rue ou en publicité, etc., on va réfléchir outside the box. C'est vraiment sur ce point-là que j'insiste. Il faut être créatif. Il faut aussi essayer de viser justement à ce qu'il y ait un retour sur investissement, mais en même temps, il faut qu'il y ait du branding. Il faut que l'image fasse plaisir autour, et ça c'est pas facile, ça demande du budget, ça demande des connaissances, et forcément des fois si tu as réussi un premier coup, tu vas vers la personne avec qui tu as réussi ce coup, mais c'est pas forcément cette personne-là ou cette agence-là qui va t'accompagner sur les mêmes titres, parce que l'audience est différente à ce moment-là, l'œuvre est différente. Donc, et on revoit des scénarios, tu vois, un petit peu fail comme Dan Dadan, alors qu'en France, tu vois, ça méritait beaucoup mieux. Ça méritait beaucoup mieux. Ouais, puis il y a eu en plus cet effet aussi où avec Keiju Number 8, on a eu un énorme boom. Et après, il y a eu Dan Dadan avec un moins gros boom, on va dire. Enfin, de ce que j'ai vu en tant que voilà, de spectateur lointain de tout ça, j'ai vu qu'il y avait un peu moins d'argent, on va dire, investi dans la com. Et après, Crunchyroll, il n'y a plus rien eu. Enfin, ils ont publié des choses et tout, mais je veux dire, il n'y a plus de mise en avant aussi grosse. Donc, tu as l'impression qu'ils. Alors, soit ils ont cramé tout leur budget, ils ont vu que c'était pas rentable, ou je sais pas, je suis pas du tout dans la discussion, donc je pourrais pas dire. Donc là, c'est vraiment que de la spéculation. Donc, soit ils avaient un budget juste pour ça, puis après le reste, ils allaient voir, ou alors ils ont tout cramé. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est vrai que depuis ça. Disons qu'il y a eu une restructuration chez Crunchyroll. Ouais, Il y a eu une restructuration, étant donné que tu sais, Kazé a été ouais. racheté donc, par Crunchyroll, et c'est à partir de là où c'est parti un petit peu en freestyle sur l'année 2023, et où 2024, on l'espère, est un retour de Crunchyroll avec de meilleures collaborations, de plus gros événements et des titres qui vont intéresser de plus en plus les viewers. Mais ouais, normalement, 2024 est une bonne année pour Crunchyroll. Ok, on l'aura attendu ici en premier. Moi, j'étais pas au courant, pour être honnête. Mais intéressant. Puis aussi, la finalité de tout ça, c'est que pour qu'un manga se vende aussi, il faut qu'il soit bon. Tu sais, c'est bête, mais des fois, tu sais, t'as beau mettre tout, la créativité, tout, avoir une campagne incroyable, quelque chose de vraiment de super bien construit, si au final, au niveau du bouche à oreille, du lectorat, il y a des mauvais retours, ça peut freiner des gens. Et des fois, t'as l'effet contraire où t'as des mangas qui n'ont pas bénéficié d'une mise en avant aussi grosse qu'un Kaiju Number 8, mais qui vont être des francs succès. Je pense à Gannibal, qui est de chez Meian, Ouais. qui est juste en fait un très bon manga en 13 tomes qui a eu un peu de com par-ci par-là, mais qui avec le bouche à oreille, avec les créateurs de contenu qui en ont parlé, qui en ont encore parlé, au final ça se vend bien. Et donc c'est ça aussi, tu vois, Dan Dadan, c'est un manga exceptionnel. Et franchement, j'en suis sûr, s'il serait sorti sans promotion, sans toute la propagande qu'il y avait avant même que le manga sorte, j'en suis sûr que c'est un manga qui aurait Mhm. bien marché parce que c'est un bon manga, quoi. Tout simplement, c'est Ouais, excellent, ouais, quoi. clairement. Ouais, carrément. Ah, c'est dommage, hein. Moi, j'aime beaucoup Dan Dadan. Je pense que ça mérite plus. Maintenant,
cette non-hype, elle est aussi légitime. Je pense que Dan Dadan est juste un tout petit peu en retard par rapport à ses concurrents. Aujourd'hui, on a une vague et je pense qu'elle a été lancée par je vais être très grossier parce que on a eu d'autres titres similaires bien avant, mais je pense qu'il y a une vague qui a été lancée par Demon Slayer avec justement ce chasseur, ce personnage, ce protagoniste chasseur de monstres slash exorciste Hmm. qu'on retrouve dans Jujutsu Kaisen pour cette nouvelle génération, qu'on va retrouver dans Chainsaw Man, qu'on va retrouver dans Dan Dadan et qu'on retrouve aussi donc dans tu sais le nouveau manga avec un forgeron là, j'ai oublié comment il s'appelait. Euh, C'est tout Ah récent, oui, c'est un nouveau manga là qui cartonne dans lequel avec le... Ka- Akubarashi, Oui, non j'ai oui, oublié, il y a le tome 1 qui un sort truc là. comme Oui, oui, ça. je vois exactement le manga qui a pété les scores sur Manga Plus parce que les gens se foutaient de sa gueule C'est limite. ça. Mais oui, oui, je vois totalement. C'est ça, exactement. Mais voilà, donc il y a un petit peu ce modèle-là de chasseur de monstres, etc. Donc qui est en train de péter, enfin qui pète, mine de rien, avec ce nouveau manga dont on parle, ça continue de cartonner, mais avec un titre comme Dan Dadan, je pense que en France, il y a eu aussi un petit ras-le-bol parce que c'est des sujets qu'on retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, il y a aussi un sujet en parallèle de la chasse aux monstres qu'on retrouve dans Dan Dadan, c'est aussi cette histoire de boule. Donc pour ceux qui savent de quoi je parle, et pour éviter de spoiler, je peux vous faire le synopsis de Dan Dadan de deux manières. Soit je peux vous la faire simple et je peux vous dire, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille. L'une ne croit pas aux extraterrestres, l'autre ne croit pas au paranormal. Ils vont faire en sorte de découvrir si l'un et l'autre existent. Ils le font, ça existe et ils partent à la chasse. Je suis très grossier. Soit le deuxième synopsis, c'est l'histoire d'un garçon qui perd ses couilles et qui va essayer de les retrouver dans une chasse aux monstres au Japon. Et en fait, je pense que c'est ce côté-là qui a un peu énervé aussi notre communauté française. Et là, on n'a peut-être pas été aussi réceptif que les Japonais. C'est que eux, au Japon, ils adorent les trucs un petit peu farfelus, tu vois. Putain, ils font des émissions où ça sent des paix et ça va bouffer des cafards, tu vois. Nous, on n'a pas cette mentalité-là en France. On n'est pas forcément réceptif à toutes ces choses un petit peu farfelues. Donc forcément, quand on te dit ça, que c'est l'histoire d'un mec qui perd ses couilles et qui part à la recherche de ses boules, bah forcément, peut-être qu'on a perdu des gens à ce niveau-là. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, oui, oui, parce que je pense que ouais, le côté un peu what the fuck, ça a rebuté certains. Le côté un peu aussi grossier, on va dire, et un peu cucu. Non, cucu serait pas le mot, mais un peu, je sais pas, un peu ouais, vulgaire de ce côté-là, ça en a rebuté certains. Alors que tu regardes Dragon Ball, Dragon Ball, c'est en tout cas la première partie avant Dragon Ball Z, c'est limite un gag manga quoi. C'est puis même Akira Ouais, Toriyama avec Harale et tout ça, c'est des mangas, c'est de l'humour quoi. C'est des choses un peu loufoques, un peu qui sortent de nulle part. ouais, Enfin, et pourtant les gens adorent. Mais pour le coup, Dandanan, je pense que dès qu'il y aura l'animé, qu'il y aura un peu plus de lumière dessus. En plus, l'animé, je sais pas si t'as vu quel studio le fait, mais c'est le studio qui a fait Devilman, ouais, Devilman Cry ouais, Baby. Donc je ouais. pense qu'on va être sur quelque chose du haut niveau. Donc non, Dandanan, je pense... Je me fais pas trop de soucis quand on parle de Kaiju et de Dandadan. Je pense que vraiment les animés en France vont mettre de la lumière dessus. Maintenant, ouais, c'était une question de communication. Je pense Dandadan parce que le produit était bon, mais il fallait le faire connaître. Je pense qu'il y a eu des ratés. Il y a eu de l'investissement qui a été mal mal servi en fait, on va dire. Et tu vois, moi je pense notamment, alors moi j'ai adoré, tu sais, le placement là qu'avait fait le Grand JD par exemple pour Dan Dadan. C'est marrant, c'est logique, c'est intéressant parce que lui il parle de paranormal, donc forcément, et d'extraterrestres, donc forcément c'était une bonne personne à aller voir. Mais est-ce que sa communauté est réceptive? Je ne sais pas. Est-ce que son audience a été réceptive? Je ne sais pas. Personnellement, j'ai pas les chiffres. Peut-être qu'il a aidé au boost ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est pas gratuit une campagne du Grand JD. Elle se compte quand même en dizaines de milliers d'euros. Je me dis, t'aurais filé 500 euros à Mademoiselle Soso. Ouais, Je peux te je dire suis qu'elle d'accord. t'aurait cassé ta communication. Tu vois ce que je veux dire? Alors,
dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que c'est un personnage controversé, Soso, que les gens aiment bien se disputer sur Twitter, parce que c'est une femme avant tout, il faut se le dire. Et du coup, je me dis, en fait, c'est quelqu'un qui a participé à la communication du titre bien avant que ça Ah arrive, oui. qui s'appelait carrément Lisée Dan Danan pendant 1 an sur Twitter. Je pense que ça aurait été le bon move de partir la voir, tu vois. Pareil pour l'événement qui avait été fait. Alors, il a été très très bien dans le sens où c'était une belle aventure. Là, tu sais, ils ont fait un escape game en mode Dan Oui. Dadan, un côté extraterrestre, un côté paranormal, fantôme, etc. Sauf que ça durait littéralement 5 minutes, tu vois. En 5 minutes, t'as pas le temps d'aller voir, de partager, de faire des choses, etc. Et alors, moi, heureusement, j'habitais à 5 minutes du truc, tu vois, donc je suis parti, j'ai découvert et tout ça. Par contre, oui, tu te mets dans la peau d'un créateur de contenu qui a des millions d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés, tu lui dis viens sur place, viens faire mon escape game et partage du contenu, alors que derrière, gratuitement, hein, dans le sens où tu te déplaces et tu viens faire du contenu, alors que derrière, tu vas payer des 1000 et des cents pour le grand JD, c'est là où il y a une confrontation. C'est là où c'est compliqué de se dire, mais en fait, tu as plein de créateurs de contenu qui ne vont plus partager parce que les maisons d'édition se foutent un peu de leur gueule, tu vois. Donc, il y a eu aussi un petit ras-le-bol comme ça. Et donc, moi, je connais plein de créateurs de contenu qui aiment Dan Dadan. Et quand ils ont reçu les services presse et qui ont été invités à l'événement, etc., qui se sont dit, bah non, je ne partagerai pas parce que vous avez payé un créateur de contenu qui va faire des vlogs et des urbex, alors que moi, je parle de manga toute la journée et vous m'avez boycott, entre guillemets. Ouais, c'est un Donc, bon point ça. c'est un cycle assez tendu et légitime. Tu peux te mettre il suffit de se mettre dans la peau de tous les différents partis, tu vois, et tu es capable d'en tirer tes conclusions. Mais c'est important aussi de se noter cette façon de voir les choses qui, je pense, n'est pas forcément universelle ou pas connue du grand public. Ouais, puis comme pour en revenir rapidement avec le grand JD, là, quand j'ai vu le placement aussi, moi alors le premier réflexe c'est que ok, la stratégie de Crunchyroll avec ce placement c'est d'aller chercher un nouveau public. Je pense que c'est vraiment Ouais, ça, c'est le public de grand JD, c'est pas forcément. Bah alors oui, il touche tellement de monde que forcément il y a des gens qui lisent des mangas, mais je pense que la plupart des bien sûr. gens ils ont jamais ouvert un manga de leur vie et que voilà, à travers le sujet de Dadadan ça pouvait coller. Donc je comprends un peu l'objectif de tout ça. Après, Ouais, moi aussi je travaille dans le marketing et tu le sauras aussi, tu le sauras même mieux que moi. Ce genre de campagne à quantifier, c'est un peu compliqué parce que tu vas pas savoir l'impact que ça va avoir. On va dire, tu vas non, dépenser 10 000, 20 000, ok, mais c'est quoi ton retour sur investissement? Ouais, ok, tu vas faire tant d'impressions, tu vas faire tant de choses, mais au final, est-ce que ça va faire acheter des mangas? Tu le sauras jamais. Tu peux pas le savoir. ouais, Donc c'est un peu compliqué. Puis, comme tu dis, d'un autre côté, il y avait tout un pan de créateurs qui avaient fait de la promotion à l'époque, vraiment depuis le début de Dadadan, qui attendait que cette sortie, que ça soit un peu une fête, et au final, ça peut être un peu gâché par le fait que vous avez un aussi gros budget, vous aurez pu le dépenser un peu mieux, ou faire les choses un peu plus, on va dire, correctement. Et au final, ben ouais, voilà, on se retrouve avec des choix un peu douteux. Ça a été aussi le cas pour les Furios aussi, où je trouve que la communauté Furio se fait totalement chier dessus par les maisons d'édition, alors que bon, c'est une communauté qui est extrêmement active et qui œuvre pour la mise en avant des mangas Furio en France. Donc ouais, non, c'est un sujet intéressant. c'est un bon point. C'est un bon point. Tu dois sans doute faire référence à Roku Denashi Ouais. Blues. Tu vois, typiquement, c'est un bon exemple. Je pense que là aussi, il y a eu une très très grosse mésentente sur la manière dont ça a été communiqué. Roku Denashi Blues, il n'y a pas eu énormément de budget, tu vois. Il n'y a pas eu énormément de budget. Ils ont fait un événement où ils ont payé aucun créateur pour venir faire un petit peu de boxe et répondre à des questions, etc. Mais tu vois, c'est là où... alors c'est sûr que si tu avais invité des fans de Furio, etc. sur place, ils auraient kiffé et tout. Mais il faut se dire quand même que là, ça reste quand même des personnes, on leur prend du temps de leur quotidien pour leur dire, vas-y, venez, on va vous utiliser pour notre image parce que vous avez une certaine crédibilité ou une légitimité pour parler de manga. Donc venez, faites des choses gratuites pour nous et en échange, vous faites un petit événement, etc. Un créateur de contenu, à ce moment-là, pour l'événement, par exemple, Roku Denashi Blues, il n'a pas forcément grand-chose à gagner. Ça veut dire qu'il va venir sur place, donc il prend du temps de son taf,
il va faire les interviews, ce qui va faire potentiellement vendre l'œuvre, par exemple. Mais troisièmement, il va se faire chier dessus sur Internet. Ça veut dire que, bah, encore une fois, tu as Caroline Segara qui était là. Elle s'est fait défoncer par la communauté Furio et la communauté manga. Oh, vous invitez quelqu'un qui connaît pas Rakai Blues. Ou alors, elle avait fait une faute sur Twitter. Ils ont dit, regardez, elle sait pas comment écrire Ouais, je crois Okudenashi qu'elle Blues ou je avait sais pas dit. quoi. Et je sais pas quoi, et je sais pas Je crois qu'elle quoi. avait dit que c'était un Et manga de tu te dis, en boxe. fait, C'est parce que c'était un manga de boxe. Je crois comment? que elle s'était fait lyncher parce qu'elle avait dit que c'était un manga de boxe. Et donc, Ouais, peut-être les gens aussi, les tu avaient vois. descendus sur Et ça. donc, Et donc en fait, tu te dis, putain, c'est dommage parce que oui, la communauté Furio et manga en général, elle est présente, elle est active, il y a pas de souci. Mais putain, ce qu'elle est détestable, tu vois. Je veux dire, enfin, si tu veux que les choses évoluent, fais-les dans le bon sens. Arrête d'aller voir les maisons d'édition sur Internet et les insulter et je sais pas quoi. C'est pas comme ça que les choses vont évoluer. Tu crois que les maisons d'édition, moi je suis en rendez-vous avec elles de temps en temps, je les vois parler. Et alors oui, ça les blesse énormément que la communauté derrière les insulte, etc. Mais elles vont pas agir en conséquence. Tu vois, pour agir, il faut proposer des idées. Il faut proposer. Et moi, ma démarche, quand je vais voir ces maisons d'édition, parce que j'ai déjà les contacts et que j'ai déjà travaillé avec elles, je viens proposer de nouvelles choses. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où c'est acclamé, et c'est là où ça fait la différence. Tu vois. Et je me dis, bah, c'est dommage que pas plus de personnes, tu vois, qui ont ces connaissances-là, bah, puissent les apporter à une maison d'édition de la bonne des manières, plutôt qu'en insultant les parents de la responsable marketing, tu Ouais, vois. je suis d'accord sur le fait que des fois, c'est. Faut, quand tu peux montrer ton mécontentement et que des fois il est un petit peu trop hardcore, surtout bah, sur certaines communautés qui sont très voilà, très attachées à ce qu'ils font, c'est sûr. Je me fais quand même l'avocat du diable sur certains trucs, parce que je Ouais. sais que il y a un membre de la communauté alors je pourrais pas citer son nom et je suis désolé de pas être aussi correct là dans ce passage, mais il avait été contacté par une maison d'édition qui voulait lui envoyer un sort le tome 1 d'un manga, le tome 1 non corrigé, et en fait il voulait qu'il donne ses retours et qu'il fasse ses retours sur les traductions, sur le lettrage, sur certains trucs, mais gratuitement en fait. Enfin, l'air de dire on t'envoie ça, bon bah dis-nous ce que tu en penses. Voilà, histoire qu'on se fasse pas lyncher sur Twitter quand ça sortira, tu vois, et un peu ce truc de bon, bah parce que tu es de la communauté Furio et que t'aimes les Furios, travaille gratuitement pour la sortie de ce tome. Tu vois, il y avait un peu cet aspect, un Ouais. peu, bon, bah, travail gratuit, et aussi je me refais encore l'avocat du diable sur le fait que euh, les gens répondent souvent à ça, oui, mais c'est pas nous de proposer les choses, c'est pas nous qui travaillons, c'est pas nous qui gagnons de l'argent, tatati tatata. Tu vois, ça va être souvent la réponse qui est apportée. Moi, j'ai mon avis Ouais, je suis là-dessus. d'accord. Je pense qu'il c'est à Ouais. nuancer aussi. Je pense aussi que tu peux quand même apporter des idées, tu peux dire ce qui te plaît pas, et aussi tu peux être correct Mm. quand ça te plaît pas. Moi, il y a plein de choses qui me plaisent pas, c'est pas pour autant que je vais aller insulter les gens. Tu sais, en plus, quand Ouais. tu travailles, quand t'as un vrai métier derrière et que tu dis, est-ce qu'on t'aimerais qu'on parle de ton travail comme ça? Moi, mon travail, il n'est pas autant exposé, mais s'il était autant exposé, je pense que ça me ferait chier qu'il y ait des gens de 12-13 ans ou des gens de 21 ans, 24 ans qui viennent m'insulter sur Twitter parce que je fais mal mon boulot. Je pense que c'est pas facile comme métier, faut le rappeler aussi, et le rappeler C'est sûr, d'être c'est correct, sûr. que ça soit pour les maisons Mais d'édition et pour les créateurs de contenu. tu sais, moi, je suis complètement d'accord et je me dis, tout travail peut être critiquable, toute œuvre peut être critiquable. Il y a aucun souci. Sauf que ce que tu vas voir sur Twitter, parce que justement, encore une fois, on parle de Twitter et on parle pas des autres réseaux. Sur Twitter, l'effet Twitter, c'est quoi? C'est que euh, il n'y a pas forcément besoin d'être gros pour que ton message soit diffusé. Et ce qu'on va avoir, c'est que tu vas avoir des gens qui ont 3 abonnés, qui, comme j'aime bien le dire, n'existent sûrement pas dans la vraie vie. Tu vois, ça veut dire que ces mecs-là, dans la vraie vie, ça se trouve qu'ils n'aiment même pas le manga en question. Par contre, tu vas les voir critiquer des maisons d'édition, critiquer des créateurs et créatrices de contenu, critiquer vraiment toute la planète Terre en les insultant de tous les noms. Et en fait, ces messages vont être visibles. Et donc après, tu as l'effet mouton. T'as l'effet mouton. Une fois que quelqu'un va dire, typiquement, putain, je déteste Mademoiselle Soso, bah, tu vas avoir 50 000 personnes qui vont dire, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et alors, c'est marrant parce que il y a l'effet Twitter, l'effet mouton, mais aussi l'effet humain. Et l'humain, à 90% du temps, il aime les choses positives et il se concentre sur ça. Tu vois? Donc, malheureusement, quelqu'un qui va apprécier quelque chose, il va pas forcément le dire.
Mais quand il va détester quelque chose, tu peux être sûr qu'il va s'en plaindre et ouvrir sa bouche. Et c'est là où justement, tu vois, tu as plein d'œuvres qui mériteraient beaucoup plus de visibilité, qui mériteraient, tu sais, d'être récompensées. Tu as plein de moves de maisons d'édition ou de créateurs, créatrices de contenu qui mériteraient d'être glorifiés. Mais malheureusement, ça, on le verra pas. On verra surtout des bad buzz, on verra surtout des sauces, on verra surtout des gens se faire lyncher sur les réseaux sociaux parce que 3 premières personnes ont commencé à parler et le reste a décidé de suivre parce que c'est la méchanceté qui prime sur les réseaux sociaux, alors que encore une fois, on est vraiment sur l'opprimé qui devient aujourd'hui l'oppresseur et ça c'est vraiment triste et on en parle tout le temps, mais ça changera peut-être dans des années, mais Ouais. aujourd'hui ça Ouais, je ça pense que continue pour quoi. l'instant, ça faut pas trop y compter. Puis c'est vrai que, tu sais, genre, surtout des créateurs comme ça qui sont exposés, tu l'as cité, Mademoiselle Soso qui est vraiment explosé, qui a explosé, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, pas du tout, sur YouTube, qui a Mm. explosé et qui, justement, avec cette exposition, t'as tout le mal qui va, et en plus, le fait que ça soit une femme. Sur les réseaux sociaux, forcément, j'ai l'impression que pour certains, ça leur justifie le fait de harceler ou de mettre des commentaires abjects. Et quand je vois des tweets, des fois, j'ai l'impression que c'est limite à la mode de critiquer tel ou tel créateur, tu vois. Même, je pense à, Ouais. tu sais, genre, je voulais pas forcément en aborder dans ce podcast, mais tu vois, quand je vois tellement de tweets parfois de tes vidéos, prises de tes vidéos, que ce soit avec les Seven ou avec les autres, de juste une partie d'un avis, et forcément, c'est sur les TikTok, des fois, t'es un peu. Tu sais, genre, t'as des concepts où tu dois être tranché sur un manga ou un autre, donc forcément, Ouais. tu vas te mettre une communauté ado si tu dis que c'est l'autre et tout ça, et j'ai l'impression que c'est à la mode de faire son petit tweet sur ce genre de vidéo, dire ah c'est encore ça, c'est encore tel avis désastreux truc, et t'en as plein comme t'as dit, c'est l'effet mouton après, ah ouais moi je suis d'accord, et t'as une communauté qui te tombe à dos, et au final tu te trouves avec une sauce Twitter alors que juste t'as fait une petite vidéo sur TikTok en détente, et qui avait pas non plus objectif Ouais, de faire un c'est un statement. petit peu la magie des réseaux sociaux. En fait, quand tu es créateur de contenu, il y a une règle universelle. Et alors, tu le verras quand je vais t'en parler, les gens qui nous écoutent, quand je vais leur en parler, ils vont se rendre compte que, ouais, elle existe. Cette règle universelle, c'est ne jamais donner son avis. Et alors dit comme ça, tu vas dire, mais attends, ça n'a aucun sens, il y a tous les jours des créateurs qui donnent leur avis. Et moi, j'ai envie de te dire absolument pas. C'est arrivé qu'il y a 4 ans avec l'effet TikTok, avec le fait que on ait lancé notamment les trucs comme une populaire opinion, que les gens commencent à ouvrir un petit peu leur gueule et jouent aussi de ça un petit peu. Nous, on joue beaucoup, on tire beaucoup sur la corde pour essayer de provoquer les communautés, etc. Mais aujourd'hui, tu vois, quelqu'un comme Squeezie, par exemple, je pense que c'est typiquement le meilleur exemple. Squeezie ne donne pas souvent son avis sur les réseaux sociaux. Et le peu de fois, voire la seule fois où il l'a fait, il s'est fait défoncer par la communauté des cinéphiles qui ne peuvent pas accepter qu'il aime Christopher Nolan, tu vois. Il est obligé d'aimer un auteur tchécoslovaque ou un mec, tu vois, inconnu au bataillon. Sinon, il n'a pas le droit d'aimer le cinéma, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en 15 ans, Squeezie, il a eu aucun problème sur les réseaux sociaux. La seule fois où il l'a fait, c'était en donnant son avis. Et nous, on a commencé le contenu en donnant directement notre avis. Ça fait que, boum, 10 000 premiers abonnés, 100 000 premiers abonnés, directement, les gens, ils partagent des trucs coupés, un segment de la vidéo coupé où je dis j'aime pas Dragon Ball par rapport à ça, à ça, à ça, sans savoir que dans le contexte, c'était pour répondre à un mec qui disait j'aime pas One Piece pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et en fait, Twitter a commencé à s'approprier le contenu des gens pour les mettre dans la sauce et pour l'excitation de quelques likes, quelques vues, quelque chose qu'ils ne vivront absolument jamais à part en critiquant les gens et en les insultant. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose, si on peut finir sur un truc positif par rapport à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un truc qui est en train de changer. Il y a tellement de gens qui donnent leur avis que les gens ne sont plus que sur mes côtes ou ceux des Seven ou celles de Soso, pardon. Aujourd'hui, tout le monde a envie de donner son avis. Personne, en fait, on n'a plus peur aujourd'hui de partager notre avis. À part les très gros créateurs de contenu qui pourraient se mettre des communautés ados, etc., qui prennent aujourd'hui plus le risque depuis qu'ils ont vu Squeezie prendre le risque de donner son avis. Il n'y a plus personne qui va prendre ce risque-là. Par contre, nous, les gens qui ont commencé sur TikTok, etc., qui n'en ont rien à foutre et qui sont pas là pour faire du YouTube à plein temps, etc., regarde,
on nous tire moins dessus parce qu'en fait, donner son avis, et notamment grâce à des créateurs comme le chef Otaku, bah, c'est quelque chose qui est popularisé, qui s'est démocratisé, et donc il y a tellement de gens qui donnent leur avis que bah, tu peux pas tweeter toute la journée contre toutes ces personnes-là. Tu pouvais le faire quand c'était que moi, quand c'était que le chef Otaku, mais aujourd'hui, tu vas pas le faire pour tous les créateurs. Donc au final, tu fermes ta gueule, tu acceptes, et le monde, il avance. C'est bien dit, c'est bien dit. Euh, donc là, on était. Donc si on recontextualise, donc là, c'était le deuxième manga que j'avais sur ma liste de 3. Je propose que j'en fasse juste 2 parce que, en vrai, mon troisième manga que je t'avais proposé, enfin, qui était pour toi, c'était Fullmetal Alchemist. Tu l'as abordé. Ok. Donc je te propose que pour terminer, Yes. on termine avec un des 2 que tu avais de ton côté, parce que là, je vois qu'on est déjà à 1 heure de podcast. Carrément. Euh, je veux pas qu'on dépasse trop pour les gens et pour pas trop de Ouais, ton bien temps, sûr. donc vas-y, donne-moi un manga toi que tu avais choisi dans ta mangatech, un sujet que tu voulais aborder Dans ta dans Mangatech. ma mangatech. Je vais choisir l'Attaque des Titans. Ok, C'était soit ça, soit Dragon Ball. Mais Dragon Ball, je pense que prochainement, on aura l'occasion d'en discuter avec l'arrivée de la version full color. Et puis, bah forcément, les 40 ans de Dragon Ball, hein, c'est cette année. Mais du coup, parlons de l'Attaque des Titans qui vient de se terminer en animé, qui a fait pendant très longtemps la polémique par rapport à sa fin, qui a déçu énormément de personnes à tel point qu'elle a dû être plus ou moins éditée, modifiée, et carrément Isayama a dû s'excuser, tu vois. Moi, c'est un sujet que j'aimerais aborder. Voilà, l'attaque des Titans. bah, je pense que ça va se recouper quasiment avec le sujet précédent où on disait que les gens ont trop tendance à donner leur avis, ou enfin facilement plutôt ont trop tendance à vouloir juger. Et je pense que l'attaque des Titans, Hajime Isayama a subi, on va dire, une sauce Twitter, mais enfin c'est même plus une sauce Twitter là qu'il a subi, c'est une sauce mondiale de Mhm. communautés qui n'étaient pas d'accord avec sa fin. Et ça a créé, ouais, c'est vrai que ça a créé quelque chose d'inédit quand même. Un auteur qui, alors modifie, enfin ouais, qui ajuste, qui rajoute des pages, enfin qui doit se justifier sur sa fin, encore même des années plus tard, et même dans l'animé, il y a des petits changements qui ont été faits par-ci par-là. C'est du jamais vu quoi par rapport à des retours. Enfin en tout cas moi ça se trouve c'est pas la première fois. Ça a déjà dû arriver, mais en tout cas c'est un des cas les plus gros qu'on ait eu sur ça quoi. Ouais. Ouais. Ah bah, je pense que ça a été le plus gros, en tout cas en termes de médiatisation, parce que la dernière fois qu'on a eu ça, en fait, les réseaux sociaux, c'était pas aussi développé entre guillemets. Je pense notamment il y a 10 ans avec la fin de Bleach et la fin de Naruto. Donc ça a créé certaines polémiques, ça a déçu énormément de personnes, mais ça n'a pas été autant médiatisé qu'un SNK, où là, tout le monde était déjà sur Twitter, TikTok, YouTube, etc. Tu vois? Donc, moi, pour donner rapidement mon avis sur la fin, je ne vais pas m'étaler non plus, c'est que elle est juste phénoménale, elle est en accord avec justement tout ce qu'avait proposé Isayama derrière. Et je crois carrément, si je dis pas de bêtises, tu avais fait un TikTok où tu te posais la question, quel était l'intérêt de SNK? Je crois que c'était toi, Oui, hein, oui. qui disait quel est l'intérêt de SNK? Parce qu'au final, on est sur une boucle sans fin. La guerre continue. Mais en fait, moi, ma théorie sur l'œuvre de SNK, c'est que bah, déjà l'œuvre SNK, elle est là pour nous montrer des choses. Elle est très visuelle, elle est là pour nous expliquer comment fonctionne notre monde réel à travers un manga. Et c'est généralement tout ce qui fonctionne chez les Japonais. Godzilla, c'est qui? Godzilla, c'est les Américains. Godzilla, c'est qui? C'est l'arme nucléaire. C'est Hiroshima, Nagasaki. Tu vois? C'est la force nucléaire. Eh ben, au final, l'attaque des Titans, c'est exactement la même chose. C'est la guerre aujourd'hui. Et la guerre aujourd'hui, l'objectif de la guerre, parce qu'on sait c'est un cycle sans fin, il y aura toujours la guerre, toujours la guerre. L'objectif de l'humain, c'est de garder la paix un maximum de temps. Et c'est ce que on voit à la fin, au final, c'est que Eren a gardé le temps de paix le plus long qu'un cycle l'ait proposé. Et donc, oui, la guerre a recommencé, mais on a pu vivre ça à travers une belle histoire, de beaux personnages et un contexte unique qui nous a fait vibrer, qui nous a traumatisé et qui nous a aussi plot twisté pendant un long moment. Et c'est ça vraiment pour moi l'attaque des Titans.
Ouais, c'est une œuvre qui marquera tellement, enfin, qui a marqué et qui marquera tellement de gens. Puis c'est ça, bah, pour revenir rapidement, tu sais, pour ce que j'avais dit justement dans mon TikTok, c'est que je comprends, enfin, bon après tu connais TikTok, hein, c'est les phrases d'accroche, hein. Je disais, Ouais, je comprends pas la fin enfin, je comprends pas pourquoi elle a choisi cette fin-là, mais c'était dans le sens où en fait, t'as 35 tomes pour te dire qu'au final, quoi que tu fasses dans la vie, ça sert à rien, tu vois. C'était à peu près ça. Mais c'était ouais, vraiment vulgarisé à ouais, fond ouais, parce ouais. que, évidemment, Ouais, bien sûr. j'ai dit 35 tomes, mais je crois que c'est moins. Attends. Non, c'est plus. C'est 34 tomes. 34. 34. Parce que sinon, dans les commentaires, je vais avoir un. C'est 30, c'est pas 34, c'est 35. Enfin, c'est pas 35, c'est 34. Voilà, je l'ai corrigé. Mais non, ouais. Ouais, SNK, c'est. Moi, j'ai quand même kiffé la fin. Tu sais, j'avais fait une vidéo à l'époque quand c'était sorti en manga, j'avais bien aimé. Mais Mm. le fait est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui est détesté, ça m'a mis le doute. Tu sais, t'as ce côté où tu sais, on est forcément influencé. Tu sais, t'as beau te mettre des Ouais, barrières, des œillères sur plein de choses, tu vas être influencé par les dires et tout ça à plus ou moins. Tu sais, ça dépend le niveau d'influence aussi, tu vois. Enfin, que tu vas t'influencer peut-être à fond ou pas du tout. Mais moi, ouais, ça a été suffisant pour me mettre le doute, me dire, mais attends, est-ce que la ouais. fin elle est vraiment bien ou est-ce que j'ai manqué quelque Mhm. chose, tu vois. Et ça m'a mis le doute. Genre vraiment qu'il y a autant de gens qui disent que c'était nul. Du coup, moi, j'avais relu le manga, j'avais relu la fin, j'ai vu l'animé. Puis, il y a eu ce petit truc qui a été ajouté dans mon esprit de, ok, c'est un peu fataliste quand même, mais c'est vrai quand tu regardes, puis comme tu dis, c'est vrai que la façon de le voir où il apporte une paix déjà à ses amis et une période de paix assez importante, c'est beau aussi. Mhm. Puis il y a aussi, c'est ce que je disais aussi finalement dans mon TikTok, c'est que c'est assez réaliste. Quand tu vois ce qui se passe dans notre monde, ouais, bah, tu te dis, ouais, ok, en fait, c'est sans fin. On ne peut pas arriver à un monde sans guerre et en paix, quoi. C'est quand même. Ouais. Donc, c'est assez fataliste, c'est très réaliste, mais bon, quand Ouais. tu prends l'ensemble de l'œuvre, putain, SNK, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Bah écoute, moi, SNK, si je peux lâcher un petit mot sur ça, c'est que forcément, je reviens à ce que tu as dit hein, quand je t'ai proposé l'œuvre, c'est que c'est une œuvre qui va marquer vraiment tous les esprits, et j'en ai aussi parlé lors de l'intro du podcast. C'est que parmi les trois grandes œuvres qui pour moi ont marqué notre monde manga, d'otaku, on va dire, c'est vraiment Dragon Ball qui a apporté vraiment sa plus grosse démocratisation. Le deuxième cycle de démocratisation, ça a été avec Death Note. Le troisième cycle, ça a été SNK. Et aujourd'hui, j'ai du mal à voir quelle œuvre va nous faire ça. Je sais qu'il y a ta Jujutsu Kaisen qui est en train de faire des belles choses, qui est en train d'apporter vraiment un gros soutien et qui est carrément à l'inverse de SNK et Death Note qui ne sont pas du tout dans un milieu ultra kikou, Jap, etc. Et bah, tu as Jujutsu Kaisen qui, avec un personnage comme Gojo, bah, apporte quand même un truc assez japonais, mais en même temps assez universel, qui fait que tout le monde a envie de découvrir Jujutsu Kaisen, peu importe le sujet, peu importe le contexte, ils veulent juste voir la bagarre, ils veulent juste voir Gojo, et ça, je trouve ça assez marrant comme façon de populariser, tu sais, le milieu du manga. Mais moi, j'ai plein de gens qui adorent Jujutsu Kaisen, et c'est leur première œuvre, tu vois. Donc, je trouve ça assez marrant. Mais c'est vrai que j'envisage mal un impact aussi violent que ce qu'a fait SNK aujourd'hui dans notre monde. Donc voilà, je pense que c'est une œuvre qui restera dans les annales. Et c'est bien dommage que Promise Neverland n'ait pas suivi un petit peu cette voie-là à cause de, de sa malheureuse deuxième saison et réadaptation de son animé qui est complètement ridicule, alors que le manga est juste fabuleux et pour moi est quasiment du même niveau que SNK. Pour moi, Promise Neverland a peut-être la meilleure première partie, tout manga confondu. Enfin, c'est la première partie, jusqu'à ce qu'ils, on va dire, ils sortent dans certains murs. C'est Ouais, ouais, exceptionnel. ouais, C'est ouais, incroyable. clairement. C'est fou. Et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, quel sera le prochain manga qui va, euh, qui va faire cette percée? Moi, j'en ai un. Je te le dis, j'en ai un. Ouais. Kagurabashi. Ah ouais, ok. On en parlait tout à l'heure. Non, mais non, je rigole, c'est évidemment. Franchement. Après, C'est la révolution, on ça. sait pas, hein. On sait pas, hein. Il a battu des records et tout. On peut on peut s'attendre à tout avec ce manga. Bah écoute, Dans, dans, ouais. dans l'idée, pourquoi pas Kakurabashi?
Mais il y a des points positifs, mais pour l'instant, c'est pas super innovant, si je peux me permettre. Bah pour le coup, moi j'ai juste lu le premier chapitre pour faire une petite vidéo, Ouais. pour réagir dessus et pour voir vraiment ce que ça donnait. Puis bon, bah j'ai pas continué. Je pense Ah, que je c'est... lirai le tome 1, vu qu'il est sorti au Japon, là, peut-être je me le ferai, on va dire en chapitre quelque part. Ouais. Mais je serais Ouais. curieux de voir si ça va être édité en France. Franchement, je suis curieux. Je pense. Je pense que ouais, je pense ouais. Bah ça reste... Je parierais peut-être sur un Meian, un truc comme ça pourrait être marrant. Ah, tu penses Meian? Meian, est-ce qu'ils ont déjà fait du Weekly Shonen Jump? Parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a Justement, je beaucoup pense que... d'accords. Bah oui, oui, ça c'est sûr, mais je pense que ça pourrait être leur belle porte d'entrée vers un shonen farfelu comme ça. Ouais, J'ai du mal à voir, tu vois, Crunchyroll a déjà Dandadan, plus Chainsaw Man, t'as Kiun qui a déjà Jujutsu, t'as Glénat qui est à fond sur Sakamoto, et Shangri-La. Est-ce que... et t'as Kurokawa qui a du Spy Family, tu vois, donc t'as des trucs bien shonen, bien ouais. puissants là actuellement chez beaucoup de maisons d'édition. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir se focus sur un autre titre assez puissant qui doit faire bah, ses preuves en France alors que bon, ça peut cartonner, ça cartonne déjà hein, au Japon. Je pense que Meian pourra peut-être se positionner sur un titre comme ça. Ouais, en fait, je suis vraiment curieux de voir quelle maison d'édition va oser se lancer dessus parce que la maison d'édition sera forcément au courant que c'est un manga qui s'est quand même fait vanner et qui va se faire vanner si ça sort en Ouais, France. Et ouais, donc, ouais, t'as soit le coup de complètement rentrer dans le jeu, tu sais, genre de totalement assumer ce côté un peu extravagant, un peu. Voilà, ouais, enfin, l'aura de ce manga, de l'assumer complètement et de l'adapter à ta campagne, on va dire, de lancement. ouais. Ou alors, bah, tu fais comme si de rien n'était, tu lances ton manga de façon classique et voilà, Jen qui pourra. Donc, c'est vrai que je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, ouais, franchement, je suis curieux. En tout cas, Kagurabashi, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre, si vous l'avez lu, enfin, si vous êtes à jour sur Manga Plus, ou alors si vous l'avez drop, ou si vous n'avez pas lu, parce que voilà, vous avez la flemme, n'hésitez pas à nous le dire. Bon, Shedley, Carrément. je vais pas te prendre plus de ton temps. Euh, Non, t'inquiète. Franchement, c'était un régal. Il y a plein de choses qui ont été abordées. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Je suis vraiment content de t'avoir dans le podcast parce que justement, je m'attendais à ça, d'avoir un point de vue différent de ce que je peux faire Ouais. d'habitude Ouais. sur YouTube et tout. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir joué le jeu. C'était super cool. Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était cool. Yes, puis évidemment, tous les liens sont en description. Voilà, vous pouvez voir tous les liens de Shedley, que ce soit sur YouTube, TikTok, je mettrai même X. Voilà, parce que voilà, faut suivre. Moi, il y a des choses Tout. très intéressantes que j'ai dit au début. Tu fais beaucoup de contenu autour de la pop culture. Hein, c'est vraiment plus que le manga. C'était pas Mm, mm, mm. t'es plus focus sur ça. Mais depuis bien longtemps, c'est sur d'autres choses, les jeux vidéo, les choses comme ça. Puis Ouais. souvent, mes avis se regroupent avec les tiens. Donc, c'est vrai, moi, j'aime bien suivre des créateurs où, pas forcément où je suis d'accord sur tout, mais on se retrouve sur des avis et tout. Donc, c'est vachement intéressant. Donc, tous les liens sont en description. Shedley, merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo. Bref, ciao. Ciao, ciao.